Je m'appelle Romain Guinan, je suis développeur front-end. Je travaille chez UNUP depuis 4 ans. Je suis basé à Nantes et je fais également partie de la core team. Donc comme je le disais, ça fait 7 ans que je travaille avec Angular et j'ai travaillé également avec d'autres frameworks, notamment React, React Native et Ionic. Et depuis 3 ans et demi, je travaille aussi également avec des web composants. Donc j'ai aussi développé une expertise dans le domaine, notamment avec Stencil.js. Et aujourd'hui, je vais vous parler des web workers parce que c'est aussi à travers cette expérience que j'ai appris et j'ai découvert comment manipuler les web workers et qu'est-ce que ça permettait de faire, notamment au niveau de l'UX. Donc je vais parler un petit peu de UNUP. UNUP, c'est une ESN qui existe depuis 5 ans. On a aujourd'hui 5 agences. Moi, je suis basé sur l'agence de Nantes. Et UNUP, c'est une société qui accompagne ses clients depuis l'analyse de besoins jusqu'à la mise en production. On a 3 domaines d'expertise, le design, le build et également le testing. Et on axe notre offre sur 5 pôles, le web, le DevOps, la blockchain, la data, l'agilité et le mobile. Je vous invite à vous rendre sur unup.fr si vous êtes intéressé par ce que propose UNUP. On a également un blog où on a des podcasts, des articles et pas mal de contenu pour les développeurs. Donc, assez parlé de moi, on va parler de mon histoire et de comment j'en suis amené à avoir découvert les web workers. C'est tout simple, c'est dans le cadre d'une mission chez un client. J'arrive chez un nouveau client il y a 3 ans et demi. Et c'est une grosse DSI du service public. Il y a plusieurs centaines d'acteurs, beaucoup de projets, beaucoup de technologies différentes. Et j'arrive sur ce projet avec un besoin particulier. Je dois créer un composant qui répond à un tas de besoins, notamment à plusieurs. Enfin, il doit être adossé à plusieurs projets avec plusieurs technologies distinctes. Et donc, j'arrive dans un domaine assez complexe, alors que le besoin de base, il est relativement basique. Donc, comme je le disais, j'arrive dans une DSI avec beaucoup de projets, beaucoup de technologies. Pour ceux qui ont remarqué, j'ai utilisé l'illustration d'Astérix, les 12 travaux, non seulement parce que c'est un service qui fait quand même pas mal penser à ce qu'on peut voir dans le dessin animé, mais aussi parce que ça résume un peu mon aventure et mon arrivée dans cette DSI chez ce client. Je passe beaucoup de temps à récolter le besoin, je suis amené de service en service, je suis balancé d'équipe en équipe et je me rends compte que le besoin est finalement beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, puisque je dois répondre à un besoin sur plusieurs frameworks, du React, du Angular, du Vue, du Symfony, etc., même des vieilles applications en Java. Et donc, en récoltant ce besoin, je me rends compte que j'ai 5 objectifs principaux. Je dois créer un composant qui doit être testable, maintenable, multi-navigateur, multi-framework, comme je le disais, mais aussi multi-projet. Donc ça, cette solution, elle est relativement simple. C'est les web composants. D'ailleurs, en parlant de web composants, comme je le disais tout à l'heure, j'ai déjà fait un live sur LinkedIn dans le même format que celui d'aujourd'hui, où je parlais des web composants. Si vous avez quelques minutes, je vous invite à aller voir sur le site de UNUP ou sur YouTube, vous pourrez retrouver toute la présentation. Donc très bien, les web composants répondent aux besoins essentiellement ceux que j'ai présentés tout à l'heure, mais j'ai une autre problématique que j'avais abordée lors de mon précédent live, mais je n'avais pas pris le temps vraiment d'expliquer comment j'avais pu résoudre cette problématique. En effet, je dois traiter un volume de data important, donc j'ai des traitements lourds, et je dois traiter tout ça de façon asynchrone. Et en informatique, il y a une façon assez simple de traiter les choses en asynchrone, c'est de faire du multithreading. Le problème, c'est qu'on est en JavaScript. Et JavaScript, par définition, c'est un langage monophile ou single-threaded. C'est-à-dire que JavaScript, il ne peut exécuter qu'une seule tâche à la fois. Donc, si je lance plusieurs instructions à la suite, je vais devoir attendre que la première instruction soit terminée pour passer à la suivante. Ce qui fait que, potentiellement, si je gère mal mon application, ou en tout cas si mon application est relativement lourde, eh bien, je peux créer
des irritants pour mon parcours utilisateur. Et on va voir justement qu'avec les web workers, on peut paralléliser les traitements pour éviter ça. Donc avant de parler des web workers, on va déjà parler de comment fonctionne JavaScript et notamment sa boucle d'événements. Donc ici, on peut voir une partie de la boucle d'événements qui est la queue. La queue, c'est simple, c'est l'ensemble des instructions ou des fonctions JavaScript qu'on va stocker et qu'on va après être amené à traiter les unes après les autres. Ici, on peut voir très simplement, c'est un formulaire de login. La première instruction, ça va être de charger le formulaire, ensuite ça va être de le soumettre, préparer la donnée, etc., jusqu'à rafraîchir le contenu de la page. Donc si on regarde d'un peu plus loin encore la gestionnaire d'événements, on peut voir qu'il y a la queue en bas à droite, mais il y a aussi la call stack et le heap. Alors la call stack, ça va être une pile d'événements, c'est là-dedans qu'ils vont rentrer les instructions issues de la queue, et ensuite, quand elle est en haut de la stack, elle passe dans le heap. Alors je le fais volontairement de façon très simple, en réalité c'est bien plus compliqué, mais le heap, pour vous donner une définition simple, c'est là-dedans qu'on va stocker toutes les variables et toutes les informations qu'on va vouloir mettre en mémoire, et c'est là-dedans notamment que va passer le garbage collector pour nettoyer justement l'utilisation de la mémoire. Je parle du garbage collector, peut-être que certains, ça ne vous dit pas grand-chose, mais dans des langages plus haut niveau, on va gérer des allocations mémoire en JavaScript quand on l'utilise de façon, on va dire, assez classique, puisqu'on peut quand même gérer des allocations mémoire si on l'utilise de façon avancée, mais on va faire confiance au garbage collector pour nettoyer la mémoire. C'est la raison pour laquelle, quand on va utiliser des observables, par exemple, eh ben, il va être important d'utiliser la méthode unsubscribe pour éviter justement tout ce qui est fuite de mémoire. Donc, on voit que si, étant donné qu'on a une boucle, si un événement ou une fonction met beaucoup de temps à être traité, eh bien l'utilisateur final, il va attendre potentiellement avec une application figée tant que JavaScript n'a pas fini de traiter l'instruction. Et donc, la solution à ça, c'est les web workers. Ça tombe bien, c'est le sujet du jour. Donc, la chose fondamentale à comprendre avec les web workers, c'est que ça va permettre d'exécuter du code JavaScript sur un thread séparé du thread principal. Et donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir éviter les interruptions côté utilisateur. Donc, ce n'est pas forcément hyper connu, les web workers, mais c'est quand même une API native et ça fonctionne dans tous les navigateurs du marché. Donc, comme je le disais, on va parler parallélisation. Donc, si on regarde à gauche, on a un schéma classique sans web worker, avec tout ce qu'on connaît de problématiques, des goulots d'étranglement, des attentes côté utilisateur, bref, tout ce qu'on veut éviter. Avec des web workers, on va pouvoir créer un thread dédié à un traitement, et donc l'utilisateur va pouvoir continuer à naviguer sur l'application sans interruption. Comment ça fonctionne? C'est très simple. On a deux verbes qui vont être utilisés, deux fonctions. On a le post-message pour envoyer les instructions et on-message pour quand on reçoit une instruction. Alors, il faut faire un petit peu attention parce que post-message, c'est avec un M majuscule et on-message avec un M minuscule. Ça paraît anodin, mais quand on l'utilise un peu machinalement, on peut se retrouver à avoir des petites erreurs dans son IDE. Donc, si on regarde un petit peu le code, à gauche, donc entouré en rouge, c'est côté thread principal. Donc d'abord, on s'assure que le navigateur prenne bien en charge les workers. Ensuite, on définit un fichier JavaScript qui va gérer le worker. Et ensuite, c'est tout simple. Quand on soumet un formulaire, on récupère le username, le password, en tout cas les valeurs. On les envoie au worker avec la méthode post-message. Et côté web worker, on la récupère justement avec un on-message. Et là, on fait le traitement. Donc là, ça n'a pas trop de sens. On vérifie juste que le mot de passe fait plus que 6 caractères. Et si c'est le cas, on renvoie l'information au thread principal. Donc c'est extrêmement basique. La syntaxe est la même côté web worker concernant les on-message que côté client. Quand je dis le client, c'est le thread principal. Vous pouvez le voir dans le code, c'est extrêmement basique. Il y a d'autres façons de les implémenter.
La seule chose qu'il faut faire bien attention, c'est que dans un post message ou d'un on message, on peut envoyer qu'une seule primitive. Alors pour rappel, une primitive en JavaScript, ça peut être une chaîne de caractères, un objet, une fonction ou un tableau. Alors j'attire votre attention sur quelque chose. Il faut bien faire attention entre les web workers et les service workers. Les gens qui ont l'habitude d'utiliser l'un ou l'autre savent bien faire la différence, mais lorsque j'ai fait des recherches pour créer ce meet-up, je me suis rendu compte que sur les forums ou sur les plateformes de discussion, il y avait beaucoup de confusion. Et ce midi, quand j'ai abordé le sujet avec un de mes collègues, et ben justement, il pensait que les web workers, c'était la même chose que les service workers. Donc, je trouve que c'est important de le rappeler. Pour rappel, un service worker, c'est très simple, hein. C'est une sorte de proxy qu'on va utiliser pour, notamment pour les progressive web apps, pour tout ce qui est gestion d'une application en mode offline. Et on va aussi l'utiliser pour les notifications push. C'est essentiellement à ça que va servir le service worker. Bien sûr, on peut faire d'autres choses avec, mais ça n'a rien à voir avec la parallélisation des traitements comme le web worker. Alors, ce serait trop facile s'il n'y avait que des avantages. On a aussi des contraintes. La première contrainte, c'est la principale, c'est que dans un web worker, on n'a pas accès au DOM. En fait, on n'a accès qu'aux données de la primitive qui sont envoyées dans le post message. Donc, on n'a pas accès aux documents et on n'a pas accès à la window. Ce qui fait qu'on ne va pas ni pouvoir manipuler le DOM, ni modifier la page depuis un web worker. Alors ça, c'est vrai si on utilise l'API native. On verra un peu plus tard quand j'aborderai les librairies dédiées aux web workers. Certains ont étendu le fonctionnement des web workers pour justement pouvoir manipuler le DOM. Et ensuite, on n'a pas accès aux fichiers locaux. C'est-à-dire que comme on est dans un thread séparé, on est dans un contexte propre quand on est dans son web worker, et donc on n'a pas accès aux fichiers qui sont connexes. On est vraiment isolé de tout. C'est simple, hein, c'est tout simplement pour des raisons de sécurité, ni plus ni moins. Alors moi, je vais vous donner 3 conseils d'utilisation avec les web workers. La première, c'est qu'on n'est pas obligé, mais utiliser des fonctions pures, c'est quand même une bonne pratique. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on ne sait pas vraiment dans quelles conditions va évoluer notre code. Et donc, on va utiliser des fonctions pures pour éviter notamment les effets de bord, ou en tout cas pour s'assurer que le comportement de notre fonction est bien maîtrisé. Ensuite, il y a quelque chose qu'on n'a pas l'habitude en JavaScript, mais quand on utilise des web workers, on a un thread dédié, on a un contexte d'exécution dédié. Et donc, si on n'informe pas le thread principal, il n'est pas au courant de ce qui se passe à l'intérieur, notamment s'il y a une erreur. Si mon script crash, ou est trop long, ou passe en timeout, ou que sais-je, en fait, le thread principal ne sera pas au courant, donc il faut bien penser à l'informer. Et ensuite, il y a autre chose, c'est que les dépendances externes ne sont pas forcément conçues pour fonctionner avec les web workers. Ça peut être attirant quand on évolue avec JavaScript d'utiliser une librairie qu'on connaît pour se faciliter la vie. Et en fait, dans le cas des web workers, ça peut ne pas bien fonctionner ou engendrer des fuites de mémoire. En tout cas, il faut bien s'assurer à ce que le fonctionnement dans un web worker soit bien le comportement voulu et pas simplement se contenter de l'utiliser comme on le ferait avec une application basique. Alors, il y a aussi des points d'attention. La première, c'est que la consommation de mémoire peut être importante. Si on crée plusieurs web workers et qu'on ne gère pas bien leur comportement, comme on crée des contextes d'exécution dédiés, si on les multiplie, on peut se retrouver dans une situation où on ne gère plus sa mémoire. Et qu'est-ce qui se passe? On va dégrader les performances. Alors que l'objectif principal, c'est justement d'augmenter ces performances. Là, ça va avoir l'effet inverse et c'est compliqué à débugger justement parce que comme quand on est dans son application, on n'a pas forcément accès à la console comme on peut l'avoir avec une application basique. Donc, il y a quand même pas mal de points d'attention à avoir. Rassurez-vous, on peut quand même utiliser des points d'arrêt, que ce soit dans son IDE ou dans son navigateur. Ça fonctionne très bien, mais ce n'est pas toujours évident de travailler avec des web workers puisqu'on est souvent dans un contexte asynchrone. Alors, comme je le disais, on peut avoir des problèmes de performance dans le cas où on a plusieurs web workers. Et donc, c'est ce qu'on va aborder maintenant. Il y a plusieurs façons d'avoir plusieurs web workers. Ça peut être des web workers
deux web workers qui sont au même niveau et qui discutent avec le composant principal. Donc ça, c'est très basique, c'est le fonctionnement vraiment tout simple. Il n'y a pas besoin d'API particulière, il n'y a pas besoin de librairie pour gérer ça, c'est vraiment très simple. Évidemment, si on en a deux, ça fonctionne bien. Si on commence à les multiplier un peu n'importe comment, ben, on dégrade rapidement les performances. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, le code n'est pas très différent de celui qu'on a vu tout à l'heure, à l'exception du fait que quand on va initialiser son worker, eh bien là, je vais en utiliser deux qui vont avoir deux fichiers JavaScript distincts. Un fichier A pour le web worker numéro 1 et un B pour l'autre. Donc là, c'est extrêmement basique la façon dont je l'ai implémenté, volontairement pour que ce soit lisible. Mais quand on regarde un peu à droite, on voit que le onMessage, dans un cas, on va recevoir le message et on va traiter la longueur du mot de passe. L'autre, on va gérer si oui ou non il y a des caractères inattendus dans le username. Donc c'est vraiment très très simple. J'utilise ma variable worker A onMessage pour l'un et worker B pour l'autre. Ce n'est pas la seule façon d'utiliser plusieurs web workers. Il y a aussi les subworkers. Un subworker, c'est très simple, encore une fois. C'est un web worker qui va être piloté et créé par un web worker. Donc, ça peut être tentant de créer des piles pour je ne sais quelle raison, mais on peut être amené à empiler les web workers. Et donc, il faut faire attention, c'est qu'il y a quand même un niveau limite, on ne peut pas en créer à l'infini. Les navigateurs ne communiquent pas forcément sur cette limite, mais je vous conseille de rester sur des piles assez raisonnables. Pour ma part, je ne suis jamais descendu au-dessus du niveau que vous voyez à l'écran ici, à savoir un subworker et un worker principal. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a une API qui est native, mais comme toujours avec JavaScript et avec d'autres langages, on a toujours des frameworks qui viennent se greffer à la fête, justement. Le premier, c'est Partytown. Partytown, ça va étendre l'utilisation des web workers, notamment en rendant possible l'accès au DOM. Mais aussi, sa grande force, ça va être de mieux gérer la mémoire, l'allocution de la mémoire, et aussi d'exécuter du code tiers dans des web workers pour optimiser les performances. Ensuite, on a Comlink. Comlink, c'est un projet directement soutenu par Google. Eux, ils ont carrément simplifié l'implémentation, rajouté un système de callback, puisque comme je disais tout à l'heure, on peut envoyer qu'une seule primitive, donc on n'a pas de système de callback nativement. Donc là, avec Comlink, on peut utiliser un callback. Et aussi, on va pouvoir envoyer plusieurs primitives dans un post message. Et ensuite, on a Stencil. Stencil, ce n'est pas forcément un framework dédié à l'utilisation des web workers, mais c'est un framework qui va être là pour créer donc des web composants. Et il va aussi avoir une couche d'abstraction pour piloter des web workers, notamment en simplifiant la syntaxe et en gérant lui aussi le callback. On le verra tout à l'heure lors de la démo, comment gérer le callback. Donc, comme je disais, je vais vous faire une petite démonstration de comment ça se passe dans un navigateur. Mais vous verrez, c'est très simple. Je ne vais pas coder en live pour ne pas risquer un effet démo qui n'est pas souhaitable. Mais vous allez voir, on va quand même passer en revue plusieurs façons d'implémenter les web workers, notamment avec Stencil. Donc là, j'ai démarré un serveur Stencil.js. J'ai aussi démarré un serveur local pour vous présenter un petit peu comment ça fonctionne. La première implémentation, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. Il y a un seul worker. Donc, j'ai un fichier HTML tout simple qui, justement, reprend l'exemple de tout à l'heure. J'initialise mon worker, j'ai une fonction submit, et ensuite, quand j'envoie le message, je le reçois avec mon thread principal. Quand je regarde côté web worker, j'ai justement l'instruction onMessage. Dans onMessage, je vais avoir j'ai un événement. À l'intérieur, il y a des données. Je vais utiliser les données
pour vérifier la longueur du mot de passe ici, et je vais regarder si oui ou non le mot de passe est valide. Eh bien, très bien. Si on regarde dans notre navigateur, je vais ouvrir le débugger. Si je saisis un login et un mot de passe, donc je vais mettre un login romain et un mot de passe, je vais écrire PASS. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'envoie un message à mon worker. Donc, on le voit ici, c'est un fichier dédié. Et qu'est-ce que je lui envoie? Je lui envoie mes données, le username et le pass. Donc là, le worker reçoit la donnée, mais il n'en fait rien. Pourquoi? Parce que dans mon code, tout à l'heure, j'ai précisé qu'il ne devait répondre que si mon mot de passe était supérieur à 6 caractères. Donc si je rajoute 3 caractères, je vais écrire password, et bien là, le message est bien transmis et le worker répond directement au thread principal. On voit ici que le thread principal a bien reçu le message, notamment le fait que, si on regarde dans les événements, que le mot de passe est bien validé. Donc ça, c'est vraiment l'utilisation la plus basique. Je vous repartage mon écran, mais l'utilisation la plus basique des web workers. Ensuite, comme je le disais, on peut en avoir plusieurs. Donc quand on a plusieurs, c'est pareil, c'est pas plus compliqué. On pense bien à les nommer. On a un worker A, un worker B ici. On envoie des instructions. Donc là, pour me faciliter la vie, j'utilise une méthode qui envoie les mêmes instructions aux deux workers. Et c'est au niveau des workers eux-mêmes que je vais différencier le traitement. Dans mon worker A, je vais vérifier la longueur de mot de passe comme tout à l'heure. Et dans mon worker B, je vais vérifier si oui ou non le nom d'utilisateur est valide, simplement en vérifiant s'il y a un caractère spécial. Et bien très bien, je retape mon login, mon mot de passe. Là, j'ai le worker A qui a répondu, le worker B également, et le worker A me répond que le mot de passe est bien valide, et le worker B, quant à lui, me répond que le login est valide. Si je rajoute un caractère spécial, ici, le worker B va bien me dire que mon mot de passe il n'est plus valide. Donc, si on regarde attentivement, on voit quand même que l'implémentation est très basique. Bon, c'est bien beau, on a fait traiter une instruction basique à un worker. Ça sert à quoi? Eh bien, dans les faits, pas grand-chose, à part avoir un peu de contexte pour une démo très simple. Si on s'intéresse vraiment à quoi servent les web workers, notamment dans le cadre de la présentation d'aujourd'hui, qui est quand même d'améliorer l'expérience utilisateur, on va voir plus concrètement à quoi ça sert. Ici, donc, je suis dans le cadre d'un composant Stencil.js, enfin en tout cas plusieurs web composants Stencil.js. À droite, on peut voir une petite balle de tennis. Quand je la sors de l'écran, elle rebondit. Donc c'est JavaScript qui va gérer l'effet de rebond. Et évidemment, quand je retourne à l'intérieur, c'est JavaScript qui va permettre de récupérer la position de la souris pour y placer la balle. Si j'utilise une instruction basique en JavaScript, je vais par exemple avoir envie de calculer des nombres premiers. Donc là, je vais cliquer sur la fonction ici qui va calculer les nombres premiers. Donc, je lâche la balle en haut, je clique. Qu'est-ce qui se passe? La balle est figée. Je ne peux absolument plus rien faire avec la balle. Donc, mon expérience utilisateur est perturbée durant toute l'exécution de mon script. Ici, 4,5 secondes. Je peux retenter l'expérience. Je reclique. La balle arrête de rebondir. J'ai plus d'interaction avec le DOM. Et j'ai la main une fois les 300 000 nombres premiers calculés. Si je le fais à travers un web worker, ici je vais clean la console, qu'est-ce qui se passe? Je vais lâcher ma balle et je vais lancer l'instruction. Eh bien, je peux toujours agir avec le DOM, je peux toujours me balader avec ma petite balle de tennis, la faire rebondir, et pourtant, en arrière-plan, un calcul se fait. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est le web worker qui va traiter l'information et qui va calculer le nombre les nombres premiers. Comme tout à l'heure, il en a calculé 300 000, mais tout ça sans absolument rien figer. Alors, c'est pareil, calculer les nombres premiers, ça n'a pas trop de sens, mais ça stresse un peu notre CPU, et donc,
on peut le voir, hein, si je reclique, c'est toujours pareil. Mon expérience utilisateur, si je fais un traitement côté client, un traitement de données relativement lourd, des données téléchargées, etc., eh bien, 4 secondes sans pouvoir interagir avec le DOM, eh bien, c'est une éternité pour un utilisateur. On va essayer autre chose. Ici, il y a un petit compteur qui est initialisé à 0. Je vais lancer une fonction qui va incrémenter 1 plus 1, etc., jusqu'à 9 999. Et ça a pris 9 secondes à faire cet incrément. Pendant ce temps-là, on l'a bien vu, je recommence, la balle est toujours figée, j'ai toujours perdu la main sur le DOM. On va attendre le temps de récupérer notre petite balle de tennis. OK. Et avec un web worker, qu'est-ce qui se passe? Si je rafraîchis la page, que je suis toujours à 0, avec un web worker, quand je clique, c'est instantané. Et la balle n'est pas du tout, elle rebondit bien, on n'a pas du tout de perturbation. Pourquoi? Parce qu'on le voit ici, c'est un worker qui fait le boulot. C'est plus du tout la responsabilité du thread principal. Donc, on peut continuer à naviguer dans notre application. On peut aussi aller plus loin. On peut demander au web worker d'envoyer des instructions à chaque incrément. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne tout simplement un compteur qui va s'incrémenter un en un jusqu'à atteindre le maximum. Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que malgré tous les calculs qui sont faits, tous les incréments, je peux toujours faire rebondir ma balle de tennis. Je peux aussi, là, j'ai un autre exemple assez simple où je vais rajouter un intervalle entre chaque instruction, chaque incrément. Et on va voir, c'est pareil, c'est toujours aussi fluide et pourtant, on a un timeout entre chaque. Je peux toujours utiliser mon petit terrain de tennis alors que j'ai des calculs qui se font en arrière. OK, bon, c'est parfait, on fait rebondir des balles de tennis, c'est pareil, on a calculé des nombres premiers. En termes d'expérience utilisateur, on a connu mieux. Et donc, je vais vous présenter un cas un peu plus concret. En attendant, on va quand même regarder un petit peu le code, puisque comme je l'ai dit, c'est du Stencil.js, ce n'est pas tout à fait des web workers comme on a l'habitude de les voir, en tout cas comme je vous les ai présentés tout à l'heure. Là, on est dans un cadre un peu plus spécifique. Si je m'intéresse au web worker lui-même, j'ai un fichier qui s'appelle stuffworker.ts. Donc stuff, c'est le nom que j'ai choisi de lui donner. Et dedans, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, on peut voir que ce sont des exports de méthodes avec justement des promesses à l'intérieur. Ici, j'ai aussi une notion de callback. En tout cas, on peut voir que ça va bien plus loin que simplement le post message ou le on message. Et quand on regarde au niveau du composant lui-même, on va regarder notre petit compteur. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, quand je vais faire un count up process, je vais importer tout simplement ici mes fonctions depuis le fichier worker et c'est Stencil qui va faire le travail de synchroniser tout ça. Donc là, encore une fois, ce sont des exemples basiques. Il n'y a pas de subworker ou de notion de worker partagé pour simplifier la présentation. Mais si c'était le cas, eh bien, c'est bien plus simple de gérer ces problématiques avec Stencil plutôt qu'avec l'API native. Alors, je retourne sur ma démo, elle continue d'incrémenter. On va faire quelque chose de plus concret. Si on regarde le schéma qu'on a devant les yeux, on a un graphe. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les web workers concernant un graphe? Eh bien, on peut utiliser par exemple la théorie des graphes, notamment l'algorithme de Dijkstra, pour potentiellement trouver la distance la plus courte entre deux points. Si je le faisais sans web worker, eh bien, pendant toute cette phase de calcul, je ne pourrais plus naviguer dans mon application. Donc là, j'ai juste un graphe très basique. Ici, on va le colorer un petit peu. Et pour ceux qui, comme moi, connaissent bien la ville de Nantes, eh bien, vous allez pouvoir voir que c'est tout simplement les trajets de Naolib. Donc, j'ai extrait les données de l'open data de Naolib et j'ai généré ce graphe. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, justement, on va utiliser un algorithme pour trouver le chemin le plus court et on va voir comment les web workers permettent de faire ça sans perturber justement l'expérience utilisateur. Donc voilà, j'ai ma petite carte, on connaît mieux la ville de Nantes, et je vais pouvoir faire une planification de voyage, par exemple. Donc actuellement, je suis dans les locaux d'UNUP, l'arrêt le plus proche, c'est Conservatoire, donc je vais me placer
sur conservatoire. Je vais essayer de le trouver. Il y en a beaucoup. OK. Et par exemple, je vais vouloir me rendre à un arrêt qui va s'appeler Bertrand. Si je travaille avec en temps normal, les 3/4 des applications qui vont faire la même chose, elles vont utiliser une API. Elles vont envoyer l'arrêt de départ, ensuite celui de l'arrivée, et c'est tout simplement l'API qui va résoudre cette problématique. C'est absolument pas le navigateur ou le client qui va le résoudre. Aujourd'hui, avec les web workers, on peut faire ça par le client puisque ça va être un thread dédié qui va faire le calcul, même s'il est complexe, et donc on va pouvoir continuer à utiliser l'application. Eh bien, on va voir ça tout de suite. Si je clique sur rechercher l'itinéraire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai mon algorithme qui est en train de regarder quelles sont les stations les plus proches, et ainsi pour trouver le chemin le plus court entre mes deux stations. Donc là, on l'a bien vu, le chemin le plus court entre la station Conservatoire et Bertrand, c'est de faire toutes ces lignes. Alors là, bien sûr, c'est un cas idéal. Avec l'algorithme de Dijkstra, on peut utiliser des diagrammes pondérés. Donc, on aurait pu, par exemple, définir le temps d'attente entre chaque station, entre chaque transport, les changements éventuels, le temps que ça prend, etc. Ça rendrait les choses plus compliquées, mais dans les faits, ça fonctionne de la même manière. Et donc, qu'est-ce qu'on a pu voir? On a pu voir que la carte était réellement interactive. Je vais rafraîchir la page pour refaire la même chose. Je vais reprendre le même exemple parce que je le trouve assez parlant. La carte va se dessiner en temps réel et on va pouvoir continuer. Ici, on peut voir quand je survole une bulle, j'ai le nom de l'arrêt concerné. Si je clique sur rechercher l'itinéraire, si j'étais dans un cas où je n'utilise pas de web worker, eh bien, je ne vais plus pouvoir utiliser mon application et donc en théorie, je ne pourrais plus survoler le nom des stations puisque je ne pourrais plus interagir avec le DOM. Eh bien, en voyant ça, le calcul se fait et pourtant, on voit bien que je peux interagir facilement avec le DOM. Je pourrais même potentiellement perturber un peu le système en faisant un recalcul en temps réel de l'itinéraire. Donc là, on voit bien. Donc ça le perturbe un petit peu parce qu'il est obligé de recalculer par rapport aux instructions qu'il avait déjà. Donc il y a des petits bugs quand même, ce qui est logique. Mais on voit bien que j'ai deux traitements en parallèle qui se font sans perturbation, encore une fois, de mon expérience utilisateur. Donc ça peut paraître anodin comme ça, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs centaines de nœuds qui sont calculés ici. Ça m'a semblé plus intéressant de vous montrer un cas dans une IHM qui pourrait être un projet pour un client ou en tout cas pour un de vos besoins à vous, plutôt que de calculer des nombres premiers. Mais en tout cas, ce qui est important de voir, c'est que justement, on perturbe absolument pas l'utilisateur pendant ce calcul. Il pourrait très bien être en train de faire autre chose. On pourrait même imaginer que ce calcul-là se fait en arrière-plan et pendant qu'il continue à acheter, par exemple, ses billets dans le cadre de transport en commun, eh bien, on pourrait lui donner, à la fin de ce calcul, on pourrait lui donner le résultat alors qu'il a quitté la page. Donc ça a un grand avantage, ça permet de faire des calculs de façon asynchrone, des calculs complexes. Là, encore une fois, je le répète, mais on utilise la théorie des graphes pour un graphe qui est en apparence assez basique, mais si je le faisais, là je ne vais pas vous le montrer parce que j'aurais bien aimé vous le montrer en réalité, mais si je vous le montre en live, en fait, ça va faire crasher mon navigateur, purement et simplement, parce que le nombre de calculs effectués est trop important pour la stack du navigateur. Et donc, si je ne paralyse pas le traitement, ça fait simplement crasher le navigateur. Donc, malheureusement, je ne peux pas vous montrer la différence. Je peux juste vous montrer par cet exemple que ça fonctionne plutôt bien. En tout cas, moi, je l'utilise très souvent parce que, eh bien, en fait, quand on traite un nombre volumineux de données, c'est très intéressant justement de pouvoir le faire de cette manière. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir des web workers? La première chose, c'est que ça va permettre
d'exécuter des instructions sur un thread dédié du thread principal. En partant, enfin, il faut bien aussi se souvenir qu'on est dans un contexte dédié avec toutes les problématiques qui vont avec, notamment la consommation de la mémoire. Il faut être quand même vigilant sur l'attribution des ressources, pas faire n'importe quoi, ne pas créer autant de web workers que l'on souhaite, mais bien réfléchir à comment on peut les piloter, soit les uns avec les autres, ou en tout cas qui puissent coexister le mieux possible. L'avantage numéro 1, c'est évidemment de éviter les perturbations côté utilisateur. Dans mon cas, je peux continuer à utiliser le DOM alors que des calculs se font en arrière-plan. Donc ça, c'est vraiment très important pour votre parcours utilisateur. Si vous aujourd'hui vous avez une application web où parfois quand vous cliquez sur un bouton pour générer des PDF, pour créer une archive de téléchargement à la demande, etc. Si votre utilisateur se retrouve à cliquer sur un bouton et qu'il est figé, le navigateur est complètement figé pendant plusieurs secondes, voire plusieurs minutes, ça peut être le cas quand le volume de données est important, eh bien, une des solutions qui peut être mise en place, c'est d'utiliser justement les web workers pour permettre de faire ce calcul en parallèle et permettre à l'utilisateur de continuer d'utiliser l'application. Ça, c'est l'avantage, pour moi, le plus important. Ça permet aussi, dans d'autres cas, par exemple, quand on se renseigne un petit peu sur les web workers, on se rend rapidement compte que les services de streaming l'utilisent. Par exemple, Netflix va utiliser ce système de web worker pour calculer votre capacité à charger le flux en temps réel. Ça veut dire que si vous avez une diminution de votre bande passante, c'est le web worker qui va le challenger et vous passer sur un flux en moins bonne qualité et inversement. Et c'est aussi ce système qui va permettre, si la ressource que vous allez chercher n'est plus disponible, de vous envoyer sur un serveur qui lui possède la ressource. On ne s'en rend absolument pas compte quand on utilise l'application, et pourtant, c'est bien des web workers qui font le travail derrière. Aujourd'hui, moi, je me suis rendu compte que les web workers étaient utilisés massivement par les power users, les très gros sites Internet. Et en fait, c'est assez peu connu des développeurs, alors qu'en fait, on a pu se rendre compte aujourd'hui, alors qu'en fait, c'est extrêmement simple à mettre en place, qu'il n'y a pas besoin de télécharger de librairie, que ça va pas, que c'est pas un apprentissage très compliqué. Moi, je vous encourage vraiment à vous intéresser au Web Worker. C'est une API native, donc tout est disponible sur la doc de JavaScript. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous intéresser aussi aux différents frameworks qui proposent des solutions un peu plus simples à mettre en place. Et voilà, si vous avez envie d'améliorer le confort d'utilisation de vos applications côté utilisateur, eh bien, n'hésitez pas. Pour ma part, mon client, c'était pas un besoin qu'on avait imaginé au départ, et au fait, on se rend compte que c'était la seule solution. J'ai même accompagné d'autres équipes produits à justement utiliser des web workers parce qu'ils se sont rendus compte que c'était une solution qui pouvait leur convenir. Et je suis convaincu que c'est une solution qui gagne à être connue, à être implémentée, qui est très simple à mettre en place et qui va vous permettre de facilement améliorer le confort d'utilisation de vos applications. Et ce n'est pas forcément une charge d'apprentissage énorme pour les développeurs. Donc voilà, je vais conclure là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je vais prendre encore quelques minutes pour répondre aux questions. Donc, excuse-moi, Pierre, je ne sais pas si tu es toujours avec nous, mais effectivement, on ne dit pas forcément adossé. J'ai dit adossé, mais c'est ma langue à fourcher. Merci Oscan. J'espère que ça a été clair, que vous n'avez pas été trop perturbé par l'incident technique, que le son et l'image
ont été bonnes, qu'il n'y a pas eu trop d'interruptions en dehors de ce couac de début de séance. Est-ce qu'il existe d'autres solutions? Oui, l'utilisation de promesses avec des API, ça peut être une solution, mais ça va plus être côté infra. Côté front, pour paralléliser les traitements, en fait, il existe plusieurs systèmes, il y a plusieurs types de workers, mais la plupart du temps, on va quand même utiliser des web workers pour la simplicité d'implémentation. Et en fait, c'est dédié à cet usage. Donc, même si il existe des alternatives, personnellement, j'ai du mal à en voir l'intérêt. Mais si Guillaume, tu as des exemples à donner, n'hésite pas, je répondrai. On peut échanger avec plaisir. Et on peut aussi échanger à la suite de ce live sur LinkedIn. Il est disponible dans la description. Si vous souhaitez échanger, si vous avez un besoin particulier, une question auquel je peux répondre, ou si vous avez envie d'aller plus loin avec les web workers, n'hésitez pas. J'ai prévu publier un petit peu de contenu sur le blog, notamment un article sur les web workers pour vous donner des petits exemples d'implémentation. J'avais aussi également fait il y a plusieurs semaines ce qu'on appelle chez nous des tech time. Donc, vous pouvez les retrouver sur LinkedIn également, sur le LinkedIn de UNUP. C'est des petits formats courts qui prennent 2-3 minutes à lire et vous allez apprendre une chose en particulier sur une technologie ou une méthodologie. Il y a un nouveau Tech Time justement dédié aux web workers qui devrait sortir dans peu de temps. Je vais aussi, donc là, je ne l'ai pas encore fait parce que j'ai fait quelques ajustements de dernière minute, mais je vais aussi partager sur GitHub le code de ma démo. Si vous voulez y jeter un œil, n'hésitez pas, ce sera disponible en open source. Je donnerai peut-être un petit peu de matière, notamment des commentaires dans le code pour que vous puissiez mieux l'apprivoiser. Et vous pouvez également vous inscrire évidemment à la newsletter si vous souhaitez plus d'informations. Bien, si vous n'avez plus de questions, il va être temps pour moi de rendre l'antenne. Merci à tous d'avoir participé. Merci à ceux qui ont posé des questions. Merci notamment à Pierre d'être intervenu pour me corriger. C'était important de le signaler. Merci à Léa qui était très active sur le chat. Merci à tous. J'espère que ça a été clair. Je partagerai, comme je le disais, les slides et aussi le contenu de la présentation pour ceux qui sont un petit peu curieux et qui veulent voir, qu'est-ce qu'il en retourne, notamment le code pour calculer l'algorithme sur le temps de trajet, enfin sur le trajet le plus court. Je ne l'ai pas affiché ici parce qu'il est trop complexe, mais je le partagerai. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, même si vous souhaitez l'optimiser, c'est toujours un plaisir d'échanger avec d'autres développeurs. Voilà, donc si vous êtes développeur, n'hésitez pas à implémenter les web workers. Si vous êtes PO, n'hésitez pas à en parler à vos développeurs et le proposer comme solution. Et si vous êtes curieux, n'hésitez pas aussi à vous renseigner. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt. Merci Florian.